Dès que j'ai ouvert les portes du tribunal, le temps s'est arrêté. Tous les regards se sont tournés vers moi. Ma mère a ouvert les lèvres d'horreur. Mon père a écarquillé les yeux. Et mon frère, mon propre sang, a hurlé mon nom comme s'il avait vu un fantôme. Peut-être l'avait-il vu. Il y a 3 mois, je serais morte, enterrée, oubliée, effacée par ceux-là même qui se prétendaient ma famille. Ils ont organisé des funérailles, versé des larmes de crocodile, puis signé des contrats valant des millions sur les cendres de mon nom. Mais je ne suis pas morte. Je suis revenue de ce cercueil de bois, de la terre qu'ils utilisaient pour cacher leurs péchés. Et maintenant, devant le juge, la main sur le classeur qui allait anéantir leur empire, je ne ressentais aucune peur, seulement la justice qui brûlait dans mes veines. Quand j'ai remis le classeur au tribunal, le monde a sombré dans le chaos. Avant, je croyais que la vérité pouvait sauver des vies. C'était avant de comprendre que la vérité de ma famille était teintée de sang. En entrant dans la salle d'audience, tous les souvenirs de ce qu'ils m'avaient fait ont ressurgi, ravivés par l'obscurité suffocante, le goût de la terre, l'écho des pelles. Ils m'avaient enterré comme un secret, et j'étais devenu leur plus grand secret. 3 mois plus tôt, le monde pleurait la disparition tragique d'Emma Wallace, fille du magnate du BTP Richard Wallace, PDG du groupe Wallace Engineering. Mon visage était passé aux informations. Le communiqué officiel de l'entreprise me qualifiait de perte irremplaçable. Je me souviens avoir regardé cette émission sur le petit écran délabré d'un motel, les poignets encore bandés, riant aux larmes. Ils m'ont déclarée morte. Mon père s'est même présenté devant les caméras, les yeux pétillants d'une fausse douleur, et a déclaré « Ma fille croyait trop en des idéaux déconnectés de la réalité. Il faudrait qu'il devienne animateur de talk-show pour nous obtenir des places. » Il avait raison sur un point. Je croyais en l'honnêteté, et c'est ce qui a failli me tuer. Quand j'ai disparu, ils ont cru que le problème était réglé. La lanceuse d'alerte avait été réduite au silence. La presse était passée à autre chose. Les projets ont repris. Les cours de la bourse se sont redressés. Ils n'auraient jamais imaginé que je sortirais de cette tombe, et pourtant, je l'ai fait. Le 1er mois après ma fuite, j'ai erré d'un motel miteux à l'autre sous de fausses identités. J'évitais les appareils photos, les foules et les miroirs. Mon reflet me terrifiait, pâle, hanté, avec des yeux qui n'appartenaient pas à la femme que j'étais. Pourtant, chaque soir, en fermant les yeux, j'entendais la voix de mon frère. « Tu n'aurais pas dû enquêter, Emma. Tu aurais dû te taire. » Ces mots avant que la nuit ne tombe. Je ne pouvais pas les effacer. Ces 3 mois ont été ma renaissance. La mort de celle que j'étais et la création de celle que je devais devenir. Je les ai passés à rassembler des bribes d'informations, à retrouver de vieux courriels, des relevés bancaires et des dossiers de projets que j'avais autrefois contribué à concevoir. Tout ce que je trouvais me ramenait à la même vérité. Mon père et mon frère avaient remplacé des matériaux de qualité par des inspecteurs corrompus et bon marché, et falsifié des rapports pour des millions de profits. Quand je les ai confrontés, ils n'ont pas discuté. Ils m'ont ignoré. Mais on ne peut pas enfouir sa conscience éternellement. Alors j'ai préparé mon retour comme un architecte conçoit un bâtiment. Chaque mouvement était calculé, chaque recoin renforcé. J'ai étudié les calendriers des tribunaux, observé de loin les victimes poursuivre Wallace Engineering pour les dommages causés par leurs plans frauduleux. J'attendais ce procès, le moment parfait où leur empire semblerait à nouveau intouchable. Et puis, je suis revenue, vivante. Ce jour-là, j'ai cessé d'être leur fille. Ce jour-là, Emma Wallace est devenue le fantôme qui les entrait jusqu'à ce que la vérité réduise en cendres tout ce qu'ils avaient bâti. C'était un jeudi soir. Dans cette pénombre grise et agitée, imprégnée d'odeurs de pluie et de mensonges inachevés. J'étais encore au siège de Wallace Engineering, penché sur mon bureau, en train d'examiner les derniers rapports d'inspection du projet de pont de Riverside. Quelque chose clochait. La densité du béton était inférieure à la norme approuvée, et les certificats de sécurité portaient des horodatages identiques, falsifiés. J'en avais parlé à mon père le matin même, et il m'avait congédié d'un ton froid et condescendant qui me faisait toujours me sentir comme une enfant. « Emma », avait-il dit en ajustant ses boutons de manchette en or. « Tu es ingénieur, pas un justicier. Tu ne comprends rien au monde des affaires. Mais moi, si. Je le savais que trop bien. Le monde des affaires, ce genre de monde, se construisait sur des raccourcis et des accidents mortels. J'allais éteindre mon ordinateur quand mon téléphone a sonné. Le nom de Liam s'affichait. « Emma », a-t-il dit d'une voix haletante, paniquée. « Il y a eu un accident sur le chantier nord. Les fondations se sont effondrées. Papa est furieux. Il a dit, « Toi seul peux réparer ça. Dépêche-toi, s'il te plaît. » Malgré les disputes, les cris, je le croyais encore. C'était mon petit frère, celui qui courait après les lucioles avec moi dans le jardin de maman. J'ai attrapé ma veste et les plans, ne pensant qu'à une chose,
éviter une nouvelle catastrophe. La pluie avait commencé à tomber quand je suis arrivé à la sortie de la ville. La route serpentait entre des terrains industriels déserts et des arbres sombres. L'endroit aurait dû être illuminé par les phares et les ouvriers, mais il était silencieux. Trop silencieux. Je me suis garé, je suis sorti, lampe torche à la main. Le sol était glissant debout. « Liam !» ai-je appelé. Ma voix résonna contre les poutres d'acier creuses. Rien, juste du vent. Puis un craquement derrière moi, des pas. Je me suis retourné, le cœur battant la chamade. « Liam, c'est toi ?» Une ombre bougea. Quelque chose de lourd me frappa l'arrière de la tête. Une douleur fulgurante. Le monde tourna sur lui-même et tout devint noir. À mon réveil, ma bouche était scotchée, mes poignets et mes chevilles étroitement liés par une corde grossière. J'étais allongé sur du bois, étroit, piégé, et de l'huile et de la terre jaillissaient de moi. La panique m'envahit. Je donnais des coups de pied, je criais, mais le son s'éteignit contre le ruban adhésif. Puis j'entendis le bruit sourd et régulier des pelles, la terre frappant le bois. Ils m'enterrèrent. L'air se raréfia. Mes poumons brûlaient. J'essayais de crier le nom de mon frère, Liam, mais ce ne furent que des halètements étouffés. Le poids de la terre s'intensifiait à chaque seconde. Les larmes imbibaient le ruban adhésif argenté, le bruit de mon cœur battant plus fort que le bruit des pelles. Et puis, juste avant que tout ne devienne noir, j'ai entendu sa voix. Assure-toi que ce soit assez profond. Personne ne la retrouvera jamais. C'était Liam, mon frère. À cet instant, j'ai cessé de croire en la famille. Quand la conscience est revenue, ce fut par bribes, le crépitement du bois, l'odeur de fumée de pain et la brûlure des bandages autour de mes poignets. J'étais vivante, d'une manière ou d'une autre. Une voix murmura près de moi, basse et rauque comme du gravier. « Calme-toi, gamine. Tu es en sécurité maintenant. » J'ai cligné des yeux dans la faible lumière et j'ai vu un homme assis près d'un poêle vacillant, les cheveux gris, les mains burinées, le regard perçant d'un chasseur. Il portait un épais pull en laine et des bottes couvertes de boue. « Je m'appelle Ethan Grave, » dit-il doucement. « Il t'a trouvé à moitié enterré dans les bois près du site nord. Tu respirais à peine. » J'ai essayé de parler, mais ma gorge était nouée. Il m'a tendu un gobelet en métal rempli d'eau. « Ne parle pas. Bois. » Le liquide brûlait en descendant, mais c'était la chose la plus douce que j'ai jamais goûtée. « Comment savais-tu que j'étais là ?» ai-je fini par murmurer. Ethan attisa le feu avec un bâton, le visage illuminé par la lueur. « Je suis un garde forestier à la retraite. Je patrouille parfois dans le secteur. Cette nuit-là, j'ai vu des phares et entendu des moteurs alors qu'aucun camion n'était censé être là. J'ai pensé à des braconniers, peut-être à de l'exploitation forestière illégale. Puis ils sont partis et j'ai entendu frapper sous terre. Il m'a regardé longuement. Alors j'ai creusé. J'ai pressé mes mains contre mon visage et j'ai tremblé. Le souvenir m'a submergé d'un coup. La pelle, la terre, la voix de mon frère. « Tu les as vus ?» ai-je demandé. Ethan a hoché lentement la tête. 4 hommes, 3 ouvriers, un en costume qui fumait tranquillement. Il ne s'est pas sali les mains, mais il donnait des ordres. J'ai eu un frisson. C'était Liam. Pendant les jours qui ont suivi, Ethan a pris soin de moi. Il vivait dans une petite cabane perdue au fond des bois, seul avec un vieux chien et des étagères remplies de trophées de chasse et de livres usés. Il ne posait pas beaucoup de questions, mais je sentais sa curiosité. La 3e nuit, je lui ai tout raconté. Quand j'ai été prête, il a soupiré en se laissant aller dans son fauteuil. « Tu as vu le diable de près, Emma. Mais tu as encore. » J'avais le choix. Me cacher ou le révéler au grand jour. J'ai fixé les bandages sur mes mains. Je ne peux plus me cacher. Avant mon départ, Ethan m'a donné quelque chose, un petit enregistreur numérique noir. Vieux, mais fiable. « Garde ça, » m'a-t-il dit. La vérité ne vaut rien si on ne peut pas la prouver. À l'aube, le brouillard s'est enroulé entre les arbres. Je suis sorti de sa cabane, vêtu de sa veste de rechange et de bottes trop grandes. J'avais encore mal partout, mais mon cœur s'était endurci. J'ai jeté un dernier coup d'œil en arrière. Ethan se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. « Tu pars à la guerre, gamine. » J'ai esquissé un faible sourire. « Non, dis-je, je rentre à la maison. » De retour en ville, je ne me sentais plus chez moi. L'horizon qui avait jadis symbolisé la réussite de ma famille ressemblait désormais à un monument à la tromperie. Chaque poutre d'acier, chaque vitre de ces tours avait été achetée dans le silence, et mon sang y compris. Je louais un petit appartement sans fenêtre au-dessus d'un atelier dans la zone industrielle. L'odeur d'huile et de poussière imprégnait tout. C'était parfaitement anonyme, invisible. Je me teignis les cheveux en noir, les coupais courts, portais des sweats à capuche trop grands et me cachais derrière d'épaisses lunettes. La femme dans le miroir n'était plus Emma Wallace. C'était un fantôme fait de colère.
Pendant la première semaine, je ne quittais quasiment pas ma chambre. Ma tête me faisait encore souffrir à cause de la blessure, et des cauchemars me hantaient chaque nuit. Je me réveillais en sursaut, à bout de souffle, griffant une terre invisible. Mais la peur fit bientôt place à la détermination. J'avais l'enregistreur d'Ethan, mon ordinateur portable et une vieille clé USB que j'avais prise à mon bureau avant que tout ne bascule. C'était suffisant pour commencer. Les jours se confondaient avec les nuits tandis que je reconstituais le puzzle. J'ai épluché les budgets des projets, comparé les factures et découvert de faux sous-traitants créés au nom de mon frère. Chaque document criait à la corruption. Chaque dollar manquant, c'était un cercueil construit pour quelqu'un d'autre. Mais il me fallait des preuves qui les liaient à moi et à ma mort. Alors j'ai suivi Liam. Il n'avait guère changé. Toujours au volant de sa Tesla argentée. Toujours vêtu de ses costumes de créateurs arrogants. Toujours aussi sûr de lui. Je le suivais de loin, à travers les reflets des vitrines, la foule des cafés, les vitres teintées de son immeuble de bureau. Il avait sa routine. Salle de sport le matin, déjeuner sur un toit-terrasse, puis réunion tard le soir qu'il voulait garder secrète. Un soir, il s'est glissé dans un bar miteux appelé le Copper Fox, un endroit où les hommes d'affaires venaient noyer leurs péchés dans du whisky hors de prix. Assise 2 banquettes plus loin, je faisais semblant de taper sur mon ordinateur portable quand mon téléphone a sonné. Liam a rencontré un homme grand, la joue marquée d'une cicatrice et les mains tachées d'huile. L'homme s'est penché en avant. C'est fait. Personne ne la retrouvera. La voix de Liam était basse, presque détendue. Bien. Repose-toi et tais-toi. Il fit glisser une épaisse enveloppe sur la table. L'homme sourit. Toi, Wallace, tu ferais mieux de ranger vite fait. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Mon estomac se noua, comme si je revivais cette nuit-là. Liam avait payé pour ma tombe, celle de mon propre frère. Quand ils furent partis, je restai figé jusqu'à ce que le barman me demande si j'allais bien. Je me contentai d'un faible sourire, me glissai par la porte de derrière et sortis dans l'air froid. Cette nuit-là, j'écoutais l'enregistrement en boucle. Sa voix était claire comme de l'eau de roche. Bien. Fais une. Pose et tais-toi. Le fantôme en moi cessa de trembler. Elle commença à élaborer un plan. J'attendis une semaine avant de la contacter. Je ne savais pas si elle me croirait ou, pire encore, si elle révélerait que j'étais vivant, mais la solitude me rongeait. J'avais besoin de la voir pour me rappeler que quelqu'un dans cette maison maudite pouvait encore avoir une âme. J'utilisai une cabine téléphonique publique près de la gare routière. La ligne sonna 3 fois. Puis sa voix répondit, douce, fatiguée, tremblante. « Al, maman, murmurai. C'est moi. » Silence. Puis une inspiration saccadée. « Emma, dit-elle, à peine audible. Non, non, ce n'est pas possible. C'est moi, maman. Je suis vivante. Ne prononce pas mon nom. Écoute-moi. » Ses sanglots emplissaient la ligne. Oh, mon Dieu. Je le savais. Je savais que quelque chose n'allait pas. Ils ont dit que tu étais morte dans un accident, mais je n'y ai jamais cru. Nous avions convenu de nous retrouver le lendemain, au vieux parc près du lac, celui avec la balançoire cassée où elle nous emmenait, Liam et moi, quand nous étions enfants. Il bruinait à mon arrivée. Je portais un manteau noir, la capuche relevée, et mon cœur battait la chamade. Quand elle est apparue, je l'ai à peine reconnue. Ses cheveux, autrefois blonds, étaient maintenant argentés. Son visage portait cette tristesse qui ne vieillit pas, mais qui vous consume. « Maman » ai-je dit en sortant de l'ombre. Elle s'est figée, les yeux grands ouverts, la main sur la bouche. « Emma » a-t-elle murmuré, les larmes ruisselant sur ses joues. « Ma chérie » a-t-elle dit en courant vers moi, tremblante, et je l'ai prise dans mes bras. Pendant un instant, nous sommes restés là, à plairer sous la pluie, comme 2 âmes brisées qui s'étaient enfin retrouvées. « J'ai essayé de te le dire pour eux » a-t-elle dit, la voix brisée par l'émotion. La voix tremblante. « Ton père » Il a dit que c'était un accident. Mais la façon dont il a évité le sujet, la façon dont Liam refusait de me regarder, je savais. Je lui ai tout raconté. Comment Liam m'avait appelé ce soir-là, comment je m'étais réveillé dans un cercueil, comment un inconnu m'avait tiré de là. Je lui ai montré l'enregistrement sur mon téléphone. Quand elle a entendu la voix de Liam dire « C'est fait. Personne ne la retrouvera », elle s'est couverte la bouche et a haleté. « Non, non, pas mon fils. » Elle s'est assise sur le banc humide, les mains tremblantes. « J'ai élevé des monstres » a-t-elle murmuré. L'un avide, l'autre obéissant, et moi, je suis resté là à faire semblant de ne rien voir. J'ai posé ma main sur la sienne. « Tu peux encore m'aider, maman. Tu es la seule. » Elle a levé les yeux, rouges mais brûlants de détermination. « De quoi as-tu besoin ? » J'ai besoin de preuves, de dossiers, de lettres, de contrats,
de tout ce qui relie papa et Liam à cette fraude. Elle a hoché lentement la tête. Je sais où il les cache. Le coffre-fort de son bureau. Il croit encore que j'ai oublié le code. Ce soir-là, elle m'a envoyé un SMS d'un numéro inconnu. C'est ça. Vérifie le casier à colis de la rue Union. À l'intérieur, enveloppé dans un vieux foulard en soie, se trouvait une clé USB et un mot écrit de sa main délicate. Plus jamais ça, Emma. Et les mensonges pour nous deux. La nuit où j'ai ouvert la clé USB, mes mains tremblaient tellement que j'ai failli la laisser tomber. Les fichiers à l'intérieur étaient tout ce que j'avais espéré et tout ce que je craignais. Des emails avec des fonctionnaires de la ville organisant des paiements non enregistrés. Des virements bancaires vers des comptes fantômes sous de faux noms. Des plans de projets modifiés après l'approbation du gouvernement. Et des notes manuscrites. La signature de mon père, en boucle, défilait en bas. Utilise des matériaux moins chers. Personne ne le remarquera. Ce n'était pas seulement une fraude. C'était un meurtre déguisé en affaire. J'ai fixé les preuves jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Chaque clic de souris était un souvenir. Chaque signature, un autre clou dans le cercueil qu'ils avaient construit pour moi. J'ai pensé aux victimes de l'effondrement du pont, à leurs familles qui croyaient encore qu'il s'agissait d'un défaut de conception. Mon père avait brisé des vies et enterré la vérité sous une épaisse couche de béton. Il essayait de m'enterrer aussi. Mais maintenant, j'avais le pouvoir de l'enterrer. Je ne pouvais pas aller à la police. Il y avait des amis, des gens qui lui devaient des faveurs. Si je portais plainte, l'affaire serait classée avant le lendemain matin. Non. Il fallait que le monde entier voie. Alors j'ai tendu le piège. J'ai créé une adresse email anonyme, intraçable. Puis j'ai passé 3 nuits à rédiger mon message, à le réécrire jusqu'à ce que chaque mot soit soigneusement distillé au rédacteur du Washington Post et du New York Herald. Les pièces jointes révélaient des activités criminelles au sein du groupe Wallace Engineering. Preuves de fraude financière, de corruption et d'une tentative de meurtre pour faire taire un lanceur d'alerte. Vous découvrirez la vérité. Le reste, je vous le révélerai bientôt en personne. Au moment d'envoyer le message, j'ai eu le souffle coupé. J'ai senti l'atmosphère se figer, comme si la ville elle-même retenait son souffle. 2 jours plus tard, l'explosion a eu lieu. Les gros titres ont envahi Internet. L'Empire Wallace sous enquête. Des documents laissent penser que le PDG a dissimulé de graves dysfonctionnements du projet. La fille disparue est peut-être encore en vie. J'ai assisté au chaos qui se déroulait depuis une table dans un coin du restaurant. La capuche rabattue sur mon visage, je remuais une tasse de café froid. Sur la télévision au-dessus du comptoir, mon père se tenait devant les journalistes, la mâchoire serrée. Ces accusations sont sans fondement, a-t-il déclaré d'une voix calme, mais la panique se lisait dans ses yeux. Notre entreprise est fondée sur l'intégrité. Liam se tenait derrière lui, pâle et épuisé. Mon téléphone a vibré. C'était un message de ma mère. Il est furieux. Liam est au bord des larmes. Ils envisagent de retourner sur les lieux pour s'assurer que tu es vraiment parti. Mon cœur s'est emballé. C'est arrivé, ai-je répondu en 2 mots seulement. Qu'ils y aillent. Ce soir-là, j'ai préparé mon appareil photo, l'enregistreur d'éthane et une lampe torche. Le trajet du retour vers les bois s'est fait en silence, hormis le bruit de la pluie qui tambourinait contre le pare-brise. La même route, les mêmes arbres, la même terre qui avait jadis failli m'engloutir. Mais cette fois, ce n'était pas moi qu'on enterrait. Cette fois, c'était moi qui attendais. La forêt était silencieuse cette nuit-là, un silence qui semble vivant, imprégné des fantômes de ce qu'il a vu. J'ai garé la vieille camionnette à 1 kilomètre de là et j'ai continué à pied, mes bottes s'enfonçant dans la terre humide. L'air sentait la pluie et la pourriture. Ma lampe torche fendait le brouillard en de fins faisceaux tremblants. Chaque pas était plus lourd, plus lent. C'était là que j'étais mort. Les arbres semblaient se rapprocher, me murmurant le souvenir de mes cris. Je me suis accroupi derrière un tronc d'arbre abattu et j'ai attendu. Les minutes s'étiraient, puis les phares. Un camion noir a descendu lentement le chemin de terre, ses pneus sifflant dans la boue. Il s'est arrêté à quelques mètres de la clairière où il m'avait enterré. 4 silhouettes en sont sorties. 3 étaient des ouvriers, le même genre d'homme que Liam avait autrefois embauché pour faire le sale boulot. Et la 4e, mon père. Même de loin, je pouvais reconnaître sa silhouette fière et imperturbable. Richard Wallace, toujours vêtu d'un costume coûteux sous un imperméable, comme si l'argent pouvait le protéger de la vérité. Derrière lui, Liam trébucha, une lampe torche tremblante à la main. Son visage était émacié, hanté, comme si le sommeil l'avait depuis longtemps abandonné. Ici, aboya mon père. Cruces. L'homme obéit sans un mot. Les pelles s'enfoncèrent dans le sol avec des bruits sourds. Le son résonna dans la forêt comme un embattement de cœur. Chaque pelletée de terre me donnait des frissons. J'allumai l'enregistreur d'éthane. Clic, les pelles heurtèrent du bois massif.
Un des hommes s'essuya le front. Trouvez, chef. Ouvrez-les, ordonna papa. Le couvercle s'ouvrit avec un craquement. Une odeur de bois humide et de décomposition emplit l'air. Les hommes reculèrent, inquiets. C'est vide, murmura l'un d'eux. Silence. La lampe torche de Liam lui glissa des mains. Non, marmonna-t-il. C'est impossible. Mon père se pencha en avant, la voix rauque, basse, menaçante. Que voulez-vous dire par vide? Je vous jure, monsieur. Nous l'avons enterré ici. Le poing de papa s'abattit sur le visage de l'homme. Vous me prenez pour un imbécile. Il se tourna vers Liam, la voix s'élevant et se brisant sous la pluie. Vous avez dit qu'elle était morte. Les lèvres de Liam tremblèrent. Je l'ai vu. Je l'ai vu cesser de respirer. Il s'arrêta, les yeux rivés sur les arbres, puis son regard fixé sur moi. Un instant, tout sembla se figer. Le monde retint son souffle. Papa, murmura-t-il, la voix brisée. Elle est là. Mon père se retourna. Son regard croisa le mien, ces mêmes yeux bleus froids que j'avais hérités mais que je ne reconnaissais plus. Pour la première fois, j'y ai vu de la peur. Je sortis de l'ombre, la caméra tournant, la pluie scintillant sur ma capuche. « Salut papa », dis-je doucement. Il recula en titubant. « Emma », les hommes ont laissé tomber leur pelle. Les genoux de Liam fléchirent. « Tu m'as enterré », dis-je. « Tu as fait en sorte qu'il ne reste aucune trace. Et pourtant, me voilà, Emma. » La voix de papa s'adoucit, tentant de reprendre le dessus. « Tu ne comprends pas. C'était un accident. »« Es-tu un accident ?» sifflai-je. « Tu leur as ordonné de creuser ma tombe. Tu as qualifié ma mort de solution. » Liam tremblait. « Je ne le pensais pas, dit papa. Je voulais juste arranger les choses en tuant ta sœur, hurlai-je. Tu m'as appelé en pleurant la nuit où le pont s'est effondré. Tu as dit qu'on devait dire la vérité. Qu'est-il advenu de tout ça, Liam? Il s'effondra alors, tombant à terre, les mains dans les cheveux, en larmes. Yetetz mort, pensai. Tu m'as tué, hurlai-je. Le flash rouge de l'appareil photo clignotait sans relâche. Chaque mot, chaque aveu, capturé dans la nuit pluvieuse. Le masque de papa se fissura enfin. Tu crois que ça change quelque chose? Grogna-t-il en s'approchant. J'ai bâti cette entreprise. J'ai construit tout ce que vous voyez. Vous voulez la détruire à cause d'une erreur? À cause d'idéaux que vous ne comprenez même pas? Je n'ai pas bougé. Non, je veux détruire le mensonge que vous avez bâti sur les tombes des autres et sur la mienne. Il se jeta en avant et tenta de s'emparer de la caméra. Je reculai, glissant légèrement dans la boue. Donne-la-moi, Emma. Les hommes se figèrent, n'osant pas intervenir. Liam attrapa le bras de son père en criant. Arrête, papa. Lâche-moi. Richard rugit en le repoussant. Mais Liam trébucha en arrière, heurta le côté du camion et s'effondra en hurlant de douleur. Je pointai la caméra droit sur mon père. Souris au monde, papa. C'est la dernière fois que quelqu'un te traite de respectable. Il se figea, respirant difficilement, les yeux oscillant entre l'objectif et mon visage. Puis ses épaules s'affaissèrent lentement. Il vit dans mes yeux la fatalité. Emma, murmura-t-il d'une voix tremblante. Je ne voulais pas te perdre. C'est comme une cellule qui expire. Tu es déjà parti, dis-je, la voix brisée. Dès l'instant où tu as décidé que ton empire valait plus que ta famille. Pendant une longue seconde, personne ne bougea. La pluie sifflait à travers les arbres. Puis j'éteignis l'appareil photo, le fourrai dans ma veste et reculai d'un pas. On se voit au tribunal, dis-je. Les projecteurs s'allumèrent, fendant le brouillard tandis que je m'éloignais, leurs cris s'éteignant derrière moi. Mon cœur battait la chamade, mais je ne me retournai pas car cette fois, ce n'était pas moi qu'on enterrait. Cette fois, c'était moi qui tenais l'appel. Le tribunal était bondé ce matin-là. Les journalistes se bousculaient, les victimes brandissaient des banderoles, les appareils photo crépitaient comme des éclairs. L'air vibrait de cette tension palpable juste avant l'orage. Je restai un instant dehors, à regarder la pluie ruisseler sur les hautes portes vitrées. Mon reflet me fixait, pâle, le regard perçant, méconnaissable. La femme dans le miroir n'était plus une victime. Elle était l'enjeu. Quand j'ai enfin franchi le seuil, tout s'est arrêté. Des ventilateurs vrombissaient dans la salle d'audience tandis que je remontais l'allée. Mes talons claquaient doucement sur le parquet ciré. Le même bruit que j'entendais dans mes cauchemars, mais cette fois, il était réel, intentionnel. Le mien. Ma mère était assise au fond, les poings serrés, les yeux grands ouverts et humides. Mon père était assis à la barre de la défense, la mâchoire crispée, flanqué d'avocats en costume de luxe. À côté de lui, Liam ressemblait à un fantôme, pâle, tremblant, les yeux cernés de rouge. Le juge ajusta ses lunettes, stupéfait. « Mademoiselle Wallace, est-ce vraiment vous ?
Oui, monsieur le juge, dis-je d'une voix assurée. Je m'appelle Emma Wallace, et j'ai été enterrée vivante par les personnes assises juste là, dès le début. Un murmure d'effroi parcourut la salle. Mon père tenta de se lever, mais son avocat le retint. Elle ment, le réprimanda-t-il. Elle est complètement folle. Je l'ignorai et déposai un épais dossier brun sur le banc du juge. Il contenait tout ce qui concernait la fraude financière, la corruption et les preuves de tentative de meurtre. La main du juge trembla en ouvrant la première page. Vous voulez dire que ce sont de vrais documents? Ils sont signés, dis-je froidement. Par lui. Je pointai mon père du doigt. Puis j'appuyai sur lecture sur le magnétophone d'Ethan. La voix de Liam emplit la salle d'audience. C'est fait. Personne ne la retrouvera. Bruit de succion, marmonnement, flash d'appareil photo. Puis un autre enregistrement de la voix de mon père, chargé de venin. Si elle parle, tout s'écroule. Faites-la disparaître. Maman se couvrit la bouche pour étouffer un cri. Liam enfouit son visage dans ses mains et trembla violemment. Le juge frappa du marteau. Silence. Silence dans la salle d'audience. Mais il n'y avait plus de silence. Les journalistes hurlaient leurs questions. Les avocats se disputaient. Je restais là, immobile, respirant à plein poumon, chaque muscle tremblant, chaque mot tranchant comme une lame. Je me suis tourné vers ma famille, si je pouvais encore les appeler ainsi. Il y a 3 mois, j'ai dit, vous m'avez traité de naïve. Vous avez dit que je ne comprenais rien aux vraies affaires. Vous aviez raison. Je ne comprenais pas que les affaires pouvaient signifier un meurtre. Je ne comprenais pas que la cupidité puisse pousser un père à enterrer sa propre fille vivante. Ma voix s'est brisée, mais j'ai continué. Vous m'avez tout pris. Ma carrière, mon avenir, ma foi en l'amour et les liens du sang. Mais vous ne m'avez pas pris j'ai survécu à la tombe que vous avez creusée pour moi. Et maintenant, c'est à votre tour d'affronter la vôtre. Liam s'est levé brusquement et a crié. Arrêtez, je vous en prie. Les larmes coulaient sur ses joues. Je ne le pensais pas. Je vous croyais mort. Je vous jure. Papa m'a fait rasseoir. Mon père a rugi et a frappé du poing sur la table. Le juge a de nouveau frappé du marteau. Ça suffit, a-t-il tonné. Au vu des preuves présentées, le tribunal ordonne immédiatement le rejet de la procédure civile et l'ouverture d'une enquête pénale contre Richard et Liam Wallace pour complot, escroquerie et tentative de meurtre. Le chaos s'installe. Les journalistes envahissent les couloirs. Les victimes applaudissent et pleurent. Les gardes s'avancent pour escorter mon père et mon frère. Leurs protestations sont couvertes par le vacarme de la foule. Mon père me regarde une dernière fois. Son visage, autrefois si autoritaire, est pâle, vaincu. « Emma, dit-il doucement. Tu as tout gâché. »« Non, répondis-je. » Assis, la voix de Liam se brise tandis qu'on l'emmène de force. « Dis all, Emma. » Je ne réponds pas. Je ne peux pas. Lorsque le juge raccroche enfin, le coup de marteau résonne comme un coup de tonnerre dans ma poitrine. Final, impitoyable liberator. Dehors, le soleil perce enfin les nuages. Les journalistes m'entourent, les micros tendus, mais j'entends à peine leurs questions. Ma mère est apparue à mes côtés, la main tremblante, cherchant la mienne. « Tu l'as fait » a-t-elle murmuré, les larmes aux yeux. « Tu es revenu » ai-je acquiescé. « Pour toi, pour moi, pour tous ceux qui souffrent. » Nous sommes restés ensemble sur les marches du tribunal, tandis que la foudre zébrait le ciel. Mais pour la première fois, je n'ai pas bronché. Des semaines plus tard, le verdict est tombé. Richard Wallace, la perpétuité incompressible. Liam Wallace, 30 ans pour complot et tentative de meurtre. L'empire Wallace s'est effondré du jour au lendemain. Les immeubles, les HLM, la réputation, tout a disparu comme de la poussière emportée par le vent. Je suis retourné dans la petite cabane au fond des bois où Ethan m'avait sauvé. Parfois, je me réveille la nuit, à bout de souffle, sentant à nouveau la terre sous mes pieds. Mais quand je sors et que je sens le vent sur mon visage, je me souviens que je suis encore là. La justice ne se résume pas à la punition. Il s'agit aussi de faire en sorte que la vérité survive assez longtemps pour être entendue. Et ma voix a enfin été entendue, car dans cette salle d'audience, sous la lumière blanche crue et le crépitement des caméras, j'ai cessé d'être la fille qu'ils ont enterrée et je suis devenue la femme qui a forcé le monde entier à les regarder.